Aïe, 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 aïe. Alors, mon passage dans l'enseignement, c'est beaucoup plus une sorte de transfert de compétences par le fruit de l'expérience que j'ai accumulée. Le journalisme, c'est souvent un travail d'expérience. Et d'ailleurs, il y a que dans le journalisme, on aime bien parler de ceux qui ont beaucoup mûri dans leur parcours journalistique. Et on a du respect que vis-à-vis de ceux qui ont acquis une bonne expérience et un bon parcours dans le métier de journaliste. Et ça m'a poussé, pour humblement ce que j'ai appris, aussi bien dans mon cursus universitaire de journaliste que dans mon cursus professionnel, je me suis dit à un moment ou à un autre, il fallait partir et partager. Et le meilleur cadre, à mon avis, c'était le CESTI et les structures qui sont comme le CESTI. Le CESTI, c'est le centre où on enseigne le journalisme au niveau de l'Université de Dakar, qui a une longue histoire, qui a formé les meilleurs cadres, je dois dire, de journalistes, aussi bien chez nous que dans une bonne partie de pays de la sous-région, de Dakar jusqu'au Gabon, ou de Dakar jusqu'à Libreville. Alors, et là-bas, les principes sont des principes qui vous forment à comprendre que le journalisme, c'est un métier qui n'est pas uniquement fondé sur le principe de la spéculation, mais c'est un respect scrupuleux d'un certain nombre de principes à travers lesquels on se signale comme un journaliste et qu'on apprend à assimiler quand on est dans la formation. L'éthique, la déontologie, mais également une confrontation avec les bonnes pratiques et les genres qui caractérisent le journalisme. Et cela m'a permis de me dire, il faut aller enseigner, amener la bonne parole pour la bonne compréhension de ce qu'est le métier. Et surtout, pousser les nouvelles générations à entrer dans les offres journalistiques avec beaucoup d'humilité. Nous, notre génération, nous avons un parcours d'humilité, généralement. Résultat des courses aujourd'hui, nous ne sommes tenant d'aucune prétention. Nous ne sommes que les héritiers, si vous voulez, de l'expérience et du parcours professionnel. Et nous ne sortons jamais de ce cadre. Et nous devons tout à ces deux éléments, à ces deux facteurs. Alors, c'était sur la base de ça qu'il fallait aller former. Et aujourd'hui, quand je vois un certain nombre de ceux que j'ai formés au cours de ces bientôt 20 ans, un certain nombre de journalistes, de jeunes journalistes qui sont devenus maintenant des personnes qui peuvent prendre ma place maintenant dans pas mal d'endroits, et j'en connais qui sont devenus maintenant mes confrères quand je suis avec eux, ou bien qui m'appellent doyen. Cela veut dire simplement que nous avons fait ce que nous devions faire et qu'il fallait passer par là pour pouvoir faire sortir les meilleurs qui comprennent le sens de la pratique journalistique. Je retiens également, et ça quelque chose qui a stimulé mon envie, que la spécificité du médium que je pratique, la télévision, devait pousser à savoir qu'elle est caractérisée par quelque chose. On ne peut pas s'y engager, on ne s'y fait pas quand on n'est pas suffisamment formé pour connaître les éléments de la caractérisation du journalisme. Pendant longtemps, les gens y sont entrés en pensant qu'on n'y est que pour être une star, une vedette. Alors que quand on y est, on s'installe dans une sorte de routine, on ne pratique plus. Parce que quand même, la télévision expose. Et je voulais également atténuer cette envie que certains jeunes ont de penser que la télévision n'était définie que par ça. Je rappelle d'ailleurs qu'un grand présentateur de télé en France disait: la télévision rend fou, mais je me soigne. Il s'appelait, je crois, à l'époque, Bruno Mazur. Il avait compris que quand on s'y engage, pour peu, on peut passer à côté d'un bon parcours professionnel parce qu'on est tenu que par des éléments qui sont des éléments très résiduels qui font la pratique de la télévision, qui ne l'est pas. Alors, le CESI a travaillé à mettre en place tous les principes qui fondent la pratique professionnelle.
Et on arrivait à, je ne dis pas formater, mais on arrivait à en faire de bons techniciens, journalistiquement parlant, du traitement de l'information télévisuelle ainsi que de celle de la radio ou même de la presse écrite, fondée sur une bonne culture, une bonne connaissance, une bonne définition des angles de traitement et l'équilibre nécessaire. Que l'on fasse la télé pour bien distribuer la parole ou la radio ou qu'on aille chercher de bons interlocuteurs. Résultat, c'est ça qui permet d'avoir des éléments de jugement et d'apporter un plus à l'attente de l'opinion, à l'attente du public, à l'attente des auditeurs, des téléspectateurs, ou même aujourd'hui avec le nouveau média des internautes. Je pense que tout ça m'a poussé à aller pratiquer l'enseignement du journalisme. Et ensuite, il y avait un penchant naturel que j'ai, c'est que j'aime bien transmettre ce qu'on m'a transmis. J'aime bien transmettre ce que l'expérience, le parcours m'ont permis de savoir. Mais je ne l'impose pas, je l'échange, je discute ça et j'essaie d'avoir des éléments ou des arguments qui arrivent à convaincre mes interlocuteurs. Et mes étudiants sont mes interlocuteurs et je les pousse toujours dans cette direction. Et je suis sûr qu'à ce niveau, je ne dirais pas que sortis du ceci, ils seront dans des dérapages ou ils seront parfois dans des postures où ils ont oublié ce qu'ils ont appris parce que c'est tout à fait normal. Une fois qu'on a fini de les former, on n'est plus responsable de ce qu'ils font dehors. Et je dis, comme dans tout métier, il y a des jeux d'intérêt qui peuvent pousser des gens à avoir des attitudes qui ne correspondent pas aux principes qui fondent ce métier-là. Alors moi, je m'amuse à essayer de découvrir un certain nombre de concepts ou à avoir un certain nombre de définitions. Et je me dis, au fond, si certaines personnes essayent de réinventer la roue, on ne la réinvente pas la roue. Le journalisme est resté ce qu'il est. Le journalisme, il est resté ce qu'il est. Des débuts du journalisme, avec les premiers qui étaient de véritables baroudeurs, au journalisme d'aujourd'hui, le respect strict de la pratique, des bonnes pratiques de la profession doivent être des éléments fondamentaux dans la pratique. Alors, pour faire du journalisme, il y a deux principes. Il y en a qui ont été formés dans des écoles, à qui on alloue les principes, la bonne connaissance des meilleures pratiques, et qui intègrent les différents types de supports, et qui y sont avec ce qui caractérise chaque support. Alors, ils ne peuvent pas être ces personnes-là, à moins qu'elles le veulent, que dans un parcours de pratique professionnelle normal. Il y en a qui n'ont pas été formés dans les écoles, et ce n'est pas l'absolu, mais et qui ont été bien formés dans les rédactions et qui deviennent également des personnes qui peuvent pratiquer du bon journalisme. On est d'accord. Mais il y a également qui ne sont formés ni par les uns, c'est-à-dire ni par l'école, ni par les autres, c'est-à-dire qui n'ont jamais été dans les rédactions où on a aidé à en faire de bons journalistes et qui se jettent dans la pratique de la profession avec maintenant les errements à l'intérieur, parfois les erreurs qui sont des erreurs inhérentes à une méconnaissance, et tout cela aujourd'hui remplit notre monde, n'est-ce pas? Et les réseaux sociaux sont devenus un phénomène à l'intérieur de tout ça. Alors, moi, les réseaux sociaux, je n'ai pas de problème avec. Je dis que c'est devenu une réalité, mais par contre, en tant que professionnel, je ne retrouve pas souvent les éléments qui fondent ma pratique du journalisme au niveau des réseaux sociaux. Le journalisme de spéculation est réel au niveau des réseaux sociaux. Le journalisme qui évoque mais ne prouve pas existe également dans les réseaux sociaux. Prenons la télévision, elle doit montrer et démontrer. Tout type d'acte journalistique doit être fondé sur des faits établis et les faits doivent être montrables. Je ne pense pas que souvent dans les réseaux sociaux, on montre avant de se mettre à spéculer. On spécule et on ne prouve pas, on ne montre pas. Je ne dis pas que ceux qui spéculent n'ont pas raison, mais réduire tout à de la spéculation et parfois ne pas faire la part ou la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est résiduel dans la perception de ce qu'on envoie à l'opinion, je pense que ça, c'est quand même des éléments qui réduisent réellement la pratique professionnelle. Et notre monde
animé par les réseaux sociaux et souvent un monde qui est traversé par ces pratiques. Alors, je ne suis pas un grand adepte des réseaux sociaux, je ne suis pas contre. C'est devenu un fait réel. Et je disais qu'on n'invente pas la roue. Aujourd'hui, dans la pratique professionnelle, on a introduit beaucoup de... On entend souvent parler de fact-checking. On entend souvent parler de fake news. Mais le fact-checking, il y en a qui le traduisent par la bonne vérification. Mais c'est un principe journalistique qui existait bien avant. Je dirais même que le fondement du journalisme est lié à la nécessité d'appliquer un bon fact-checking ou un fact-checking naturel. Principe de la vérification, principe de la triangulation, dans la collecte, les faits établis comme tels, avant que ne vienne le journalisme d'opinion qui peut être l'analyse ou le commentaire. Donc, il n'y a rien qui ait été inventé, mais seulement il faut le savoir. Et que cela pousse un peu les gens à avoir beaucoup plus de modestie. Je ne vais pas développer la différence entre l'école anglo-saxonne et l'école française, européenne ou autre, sur les concepts nouveaux qu'on invente, sur la réalité qu'on y met. Ça nous aurait pris tellement de temps que ça, on n'aurait pas pu en développer davantage. La rigueur dans le journalisme, il est un facteur important. Et je dirais que même à l'entame du journalisme, on doit avoir avec soi un esprit de rigueur. Le traitement de l'information, c'est un traitement qu'il faut savoir appliquer avec beaucoup de rigueur. Il y a la notion de doute. On n'est jamais absolu dans ce qu'on dit ou ce qu'on croit. Avec le principe qui est celui de la contradiction. Le principe est fondé sur le besoin de vérifier ou le besoin d'avoir des avis différents. La notion de plusieurs sons de cloche est fondée sur la rigueur qu'on a en soi et le doute qu'on introduit dans le traitement qu'on applique à certains faits ou certains événements. Le sensationnalisme est quelque chose qui n'a rien à voir avec la rigueur. Encore que dans le journalisme, il y a des gens qui font du journalisme de sensationnalisme. Mais cela, parfois, tombe souvent dans un dérapage absolu ou passe à côté de ce qui aurait pu être essentiel ou même parfois commettent la faute professionnelle. Donc, il faut que la rigueur soit l'élément essentiel. Alors, si maintenant on est trop envahi ou trop traversé par le regard qu'on porte ou l'influence qu'on subit, qui vient, cette influence des réseaux sociaux, mais on n'est plus dans le genre de la rigueur. On est dans le genre de ce que les réseaux sociaux spéculent tous les jours et parfois les éléments vous appropriez des faits qui ne sont pas établis et vous les relayez ou même vous tentez de les reformuler ou même vous tentez de les valider sans que cela ne soit quelque chose de véritablement fondé ou de véritablement bien explicité et bien établi. Alors, il y a une confrontation directe entre se fier aux réseaux sociaux pour traiter une information. Je ne dis pas que tout ce que les réseaux sociaux disent n'est pas vrai, mais je dis fonder sur les réseaux sociaux pour traiter une information et partir de son information et aller voir ce que les réseaux sociaux en disent et en faire des éléments d'appoint, si c'est fondé et que la vérification est exacte. Parce que le journaliste a besoin d'avoir plusieurs sources. Les réseaux sociaux peuvent être sources. Parfois, ils peuvent véhiculer des rumeurs. Et le principe de rumeur, c'est de pouvoir commencer quelque part, mais de pouvoir terminer quelque part ou parfois d'être axé sur un fait qui a été, je ne dirais pas érodé, mais qui a été altéré et à partir duquel on essaie de fonder un principe de vérité. Mais tout ça, le journaliste doit être en alerte par rapport à tout ça et bien se préparer à ça. On peut fonder un fait établi sur des rumeurs qui finissent par être des réalités. Mais des rumeurs, c'est un parcours qui est séquencé de l'entame jusqu'à la fin et des rumeurs doivent avoir des aboutis, à mon avis. On est d'accord. Donc, rigueur, principes qui fondent les bonnes pratiques. Voilà ce qui nous permet d'être dans une forme d'équidistance par rapport aux réseaux sociaux qui ont fait le choix d'être dans la spéculation, parfois dans l'effet très sensationnel et qui tord cet effet, le coup à une bonne pratique du journalisme. Je pense que nous devons également
dans notre future révolution copernicienne, nous, les professionnels des médias, avoir un regard d'exigence par rapport à la pratique des genres journalistiques et revoir même les appellations et les définitions. Il y a une sorte de fourre-tout dans certains types d'appellations qui sont les concepts fondateurs de notre pratique professionnelle. Les chroniqueurs dans un pays comme le Sénégal, et il existe ailleurs aussi, hein, sont fondés sur ce que j'ai appelé moi et que je continue d'appeler comme ça la vernacularisation de la pratique professionnelle. La forte utilisation des langues nationales, je ne suis pas contre, a contribué à altérer les bonnes pratiques professionnelles. Aujourd'hui, être chroniqueur, qui est un genre majeur dans notre pratique professionnelle, qui est souvent confié à des hommes d'expérience. La chronique, c'est du journalisme d'opinion, mais qui tient de la capacité d'une personne à avoir assimilé, à avoir compris, à avoir accumulé un certain nombre de connaissances qui le poussent à avoir, si vous voulez, à faire autorité s'il parle de quelque chose. Et il entame sa réflexion sur des faits qui sont des faits qui utilisent un certain nombre de trucs. Principe de comparaison, un rappel à l'histoire, une capacité à faire une perspective, à projeter. C'est ça le chroniqueur. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui sort ex nihilo de quelque part et qui vient faire imposer une spéculation. Alors, cette vernacularisation du journalisme dans un pays comme le nôtre et ailleurs a contribué à créer une confusion et à voir des personnes qui n'ont que ce qu'ils pensent, qui viennent faire irruption sur les plateaux de télé, qui font irruption devant les micros de radio dans les studios et qui parlent comme ils pensent et qui pensent faire ce qu'ils appellent la chronique. Et souvent, dans ces genres de chroniques, on ne crée que de la confrontation réelle. Un chroniqueur, par définition, ne fait pas de la confrontation. Il émet un avis fondé sur les faits, sur une bonne maîtrise de quelque chose, et il le soumet à une, à une appréciation ou à un jugement. Et son parcours plaide pour lui et son statut plaide pour lui. C'est pourquoi c'est un genre qui est un genre majeur. Mais aujourd'hui, c'est un genre que l'on semble même sortir de la pratique journalistique pour l'apparenter aux gens qui font de l'influence, à ceux qui font du dire ce qu'on pense. Je donne une petite anecdote à ce niveau. La première fois où j'ai pensé comprendre ce qu'était la chronique, je l'ai un peu mis en relation avec la révolution sankarienne de Thomas Sankara. Hein. Alors, à l'époque, à Ouaga, pour permettre aux populations, aux opinions de se réapproprier la parole libre dans la nouvelle révolution, on avait créé des radios qui seraient l'équivalent aujourd'hui des radios communautaires. Et on les mettait à des endroits où on permettait à chacun d'entrer et de donner son avis. Et on les appelait entrer-parler. Et entrer-parler a été un croix important, un vecteur dans la révolution. C'était bien fondé. Et les personnes étaient des personnes anonymes appartenant à toutes les catégories et qui pouvaient entrer. La bonne dame qui partait au marché, il passait devant une radio entrer-parler et il disait carrément, ah oui, je parle parce que mon mari ce matin, en me quittant, n'a pas rempli ses obligations de mari, il fallait qu'il me donne. Oh, ouais, et c'était ça. Et l'esprit, c'était de faire dans la révolution, approprié par les populations, ce qui n'était pas mauvais d'ailleurs, et de traduire ça par la parole libre. Alors aujourd'hui, mais eux, ils le faisaient dans un but qui est différent. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans nos pays, dans la sous-région, qui s'abeuvent de la langue nationale. J'aime bien les langues nationales. Ils ont leur part dans l'émancipation, dans la nouvelle appropriation des propos politiques, dans même, je dis, les systèmes de mobilisation qu'il faut créer aujourd'hui, les langues nationales ont leur part. Mais ces langues nationales devront être adaptées au mode de traitement, appliquées au profil de ceux qui viennent parler des genres qui sont des genres journalistiques. Mais on ne doit pas le laisser à des personnes qui n'en savent absolument rien du tout et qui viennent faire. Il y a un principe au Sénégal, une notion qu'on appelle wax khalat. Cela veut dire
venir et dire ce qu'on pense. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit sur l'anecdote des entrées parlées. Dans ces nouvelles désignations de profil qui sont le fait de l'éruption dans notre cadre de vie des réseaux sociaux, dans cette façon désormais d'interpréter la communication ou les propos publics, il y a une confrontation qui sera une confrontation permanente entre le journaliste dans son profil. Je parle du journaliste professionnel qui est dans l'orthodoxie de la pratique professionnelle. Parce que le journaliste peut également être altéré par beaucoup de choses. Ce journaliste vit aujourd'hui la nécessité d'être dans une forme d'équidistance par rapport à ceux qui sont aujourd'hui désignés comme des influenceurs ou qu'on peut appeler des faiseurs de buzz ou tout ce que vous voulez, qui sont des notions nouvelles et qui ont une réalité dans notre environnement. Et pour que cela soit, il faudrait que les gens arrivent à s'adapter. Je ne lui dis pas d'aller discuter l'espace à ces influenceurs, sinon ils se transforment en influenceurs s'ils veulent, et ça dépend également de ce qui le motive. On peut avoir été bien formé et retrouver aujourd'hui une posture où on ne pense pas que vous avez eu une formation journalistique. Les gens versent désormais dans une nouvelle catégorie qui sont dans l'espace public, des influenceurs, parce qu'ils se disent, je travaille à avoir un discours qui va être un discours très réducteur, et le principe journalistique, je le laisse de côté et je vais m'avancer dans ce qui paraît être quelque chose qui ne dérange pas pour la bonne compréhension pour des gens qui sont des gens hyper basiques, quoi, qui comprennent facilement et librement. Mais ça dépend également de ce qu'on y dit. Les influenceurs, je ne pense pas qu'ils portent une analyse intelligente de ce qu'ils disent. Ils ne font qu'interpréter, ils ne font que prendre position sur des faits qui sont des faits très, très, très moindres, là où le journaliste, lui, apporte la qualité de ses capacités à permettre de faire du jugement et à pouvoir distinguer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, et à apporter également des éléments qui jouent en faveur d'une bonne compréhension pour celui qui est censé comprendre ce qu'il dit. Et je pense qu'on ne sortira jamais, on ne sortira jamais de ce combat entre le journaliste qui veut rester journaliste et l'influenceur, à moins qu'à un moment ou à un autre, le journaliste, pour des intérêts X, ne sente le besoin d'aller se faire influenceur pour des problèmes ou pour des facteurs liés à son être, c'est-à-dire promouvoir son image, être maintenant dans le raccourci, oublier fondamentalement les éléments qui font le journalisme, n'être plus dans une équidistance, essayer de gagner sa vie dans une façon ou dans une autre. Et moi, je dis, nous devons beaucoup faire attention par rapport à ça. Les modes finissent toujours par être des modes qui se démodent. On appelle aujourd'hui influenceurs. Demain, il se pourrait qu'il y ait d'autres nouveaux concepts ou d'autres nouvelles réalités qui seront faites par d'autres. Alors que le journaliste, il doit rester fondamentalement journaliste tout au long de son parcours, tant qu'il fait ce choix. Sinon, demain, il peut changer et adhérer à autre chose. Je pense que l'implosion des médias ou la forte présence des médias à un moment ou un autre de notre histoire était une nécessité. Et ça a permis de pouvoir créer une bonne libération de la parole publique. Mais une parole publique, est-ce qu'elle n'a pas besoin d'être encadrée pour que cela ne finisse pas par être trop licencieuse dans sa perception ou dans sa conception? Est-ce que nous ne devons pas définir les bons profils qui accompagnent ces mutations? Est-ce que nous ne devons pas ne penser qu'à avoir désormais des personnes de toutes catégories appartenant à tous les champs qui peuvent apporter des éléments qui contribuent à élever le niveau du débat? Est-ce que cela veut dire qu'on a fait imploser la sphère médiatique en plusieurs pôles ou en plusieurs entités et que cela veut dire simplement
permettre à chacun de venir dire ce qu'il veut et de le dire comme il le veut, je ne crois pas qu'il en soit ainsi. Mais je continue de croire que ça a été une bonne chose. Mais là où on a péché, c'est que au début des années 2000, on pensait que les nouveaux acteurs qui seront promus par cette forte présence des médias dans l'espace public allaient être des gens qui apportaient de la réflexion, de l'intellectualité, de la culture, des connaissances de toutes sortes, des préoccupations liées à nos processus de développement économique, social et tout. On pensait que c'est cela qui allait être les maîtres dans cet espace médiatique qui a été densifié ou qui a connu beaucoup d'entités. C'est ce que nous pensions à l'époque. Et au début, il y avait ça. Mais plus tard, l'histoire a montré qu'à côté de cela, il y a eu la présence d'autres qui ne correspondaient pas à ça. Quand on parle d'un problème de niveau, il faut, il faut le placer dans un cadre global, aussi bien au niveau des acteurs que je viens d'énumérer, mais également au niveau d'un certain nombre de personnes qui sont dans des champs qui sont autres que dans le champ médiatique. Le champ politique, dans la façon aujourd'hui de percevoir comment s'élabore le discours politique, comment les enjeux se font, comment on définit les appareils, comment on travaille à aller à la conquête d'un pouvoir, comment on crée les systèmes de mobilisation ou d'adhésion à un discours. Tout ça est devenu des éléments essentiels. Il y a également d'autres types de champs qui amoindrissent un peu le champ de l'intelligence, de la mentalité des populations. On a massifié tout au point qu'aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre ceux qui sont capables de projeter des points de vue qui servent et ceux qui viennent uniquement parler, pour utiliser une formule, je crois que c'est Théodore Tazara qui le disait, et qui sont dans des formules de délivrance, comme disait ce grand penseur. Alors je pense qu'il y a tout ça. Donc il y a à créer désormais, à mon avis, à créer désormais des éléments de réflexion qui vont dans cette orientation. Alors la démocratie, elle est par essence un espace de liberté. Le journalisme, les médias ont un rôle important à jouer dans la démocratie dans le pays. Mais la démocratie, et quelqu'un le disait, ce n'est pas la liberté donnée à tout le monde de penser ou de dire des choses qui peuvent ne pas être en conformité ou qui heurtent les croyances ou qui heurtent les convictions. Ce n'est pas ça la démocratie. Quand vous allez dans ces espaces-là, réseaux sociaux, des influenceurs, et c'est ce qui crée parfois certains sites, ils n'en font que des tribunes où on insulte, où on détériore les images des uns et des autres. Mais il y a nécessité également de comprendre que les États ont été organisés en fonction de lois qui organisent tout. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la liberté, elle peut être réelle, mais une liberté, elle doit être également encadrée. C'est nécessaire. Dans les pays les plus développés, on encadre. En Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays, les propos sont encadrés. Le principe de diffamation existe. Donc, démocratie, avec la prolifération des organes de presse et des journalistes, tout à fait d'accord. Mais démocratie, en tenant compte de ce qui fonde et nourrit le principe de la démocratie, qui est d'être dans un espace public où on sait respecter ce que chacun dit, où on sait aller à ce qui est essentiel pour être au profit du plus grand nombre. Et c'est un principe qui est un principe journalistique. Je ne sens aucun regret parce qu'en moi, c'est retrouvé deux choses qui ont déterminé de ma prime jeunesse à maintenant mes envies, mes ambitions, mes besoins. C'était la première chose, c'était de pouvoir être un bon enseignant. J'ai rêvé d'enseigner à l'université parce que j'ai été marqué par un certain nombre de grands messieurs qui m'ont donné envie de faire l'enseignement, qui m'ont enseigné quand j'étais un petit élève dans un petit quartier populaire de Rufisque, à côté d'une école
élémentaire où on m'apprenait par une pédagogie qui m'émerveillait à compter, à lire, à comprendre. Donc l'enseignement a été souvent chez moi une envie, je dirais, une vocation très enfouie. À cela est venu s'ajouter un peu plus tard la découverte de l'envie de communiquer, d'échanger, de décortiquer, de déconstruire un certain nombre de faits et de réalités et qui passaient par le journalisme. Là également, c'était une vocation et je l'ai dit à l'entame de mon propos, un certain nombre de personnes ont un peu correspondu à ça et ont un peu influé sur mes envies de pouvoir faire ce métier. Et ce métier a été également un métier qui m'a permis de faire le tour du monde, de rencontrer beaucoup de personnes intéressantes. C'est un métier qui m'a également donné beaucoup d'humilité et de me dire, comme disait l'autre, tout ce que je savais et de façon permanente, c'était que je ne savais rien au fond et qu'il y avait toujours à acquérir du savoir. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment où je vous parle, je reste arc-bouté sur ce postulat. Et je pense que c'est ça qui résume en gros mes 40 ans de carrière. Je ne pense pas avoir été exceptionnel durant ces 40 ans, mais je pense avoir beaucoup appris et avoir beaucoup donné. Et je pense que c'était ça la meilleure chose que je pouvais tenter et que je pouvais essayer de réussir. L'ai-je réussi? Je ne sais pas. L'histoire le dira peut-être un jour. Aïe, 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 aïe.